non, j'ai dit non, non. Ça veut rien dire. C'est incohérent. Mais c'était cool. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Tron Ares de Joachim Ronning. J'ai créé l'intelligence artificielle la plus avancée de l'humanité. Le monde d'où je viens arrive pour détruire le vôtre. Oh, il y en a partout! Accrochez-vous! Au vu de la démarche de Disney ces dernières années vis-à-vis des remakes live, ça m'a fait étrange de voir ressurgir une licence aussi obscure que celle de Tron. On avait tenté un revival avec Tron Legacy, et je me suis dit pourquoi pas ce troisième film dans cet univers. Je me dis pourquoi pas, on a assez avancé technologiquement, il y a des trucs sympas à raconter avec ce concept-là, voyager dans un univers parallèle totalement cybernétique... et ces trucs cybernétiques qui veulent venir dans notre monde. Donc au final, c'était divertissant. C'est du popcorn movie. Par contre, ça veut rien dire. Le film démarre par un copier-coller du deuxième film, Tron Legacy, avec cette introduction en mode télévision dans un monde virtuel qui nous pose un peu le décor. Sachant que le 2, il a pas été très bien accueilli, les effets spéciaux sont super réussis. Tu rentres bien dans l'univers. Et on a un générique plutôt cool qui nous présente le personnage d'Ares, qui est le personnage interprété par Jared Leto, qui est un programme agent de sécu cybernétique pour une société rivale de feu, la société qui avait volé ses recherches à Flynn dans le premier film. Parti pris intéressant. On nous introduit notre personnage principal comme un méchant. Ouh, c'est accentué par le cadrage, par la mise en scène. Il est appelé, c'est quoi le nom? Maître Contrôle. C'est son titre officiel, c'est son boulot. On rappelle dans Tron Legacy, on se rend compte que le papa Flynn est toujours piégé dans son propre univers de jeux vidéo, où des créations de lui-même cherchent à s'emparer de son disque afin de pouvoir rallier le monde humain. Là, en gros, on est dans un futur indéterminé où les entreprises existent toujours, de nouvelles se sont créées, et le marché de l'IA a explosé. On présente ce méchant chef d'entreprise ayant créé le programme Ares et étant en capacité de ramener des éléments virtuels dans le monde réel via une imprimante 3D laser. Ça veut rien dire. Le gars, il a des lasers, piou, 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 et il fabrique une moto, un tank avec un Jared Leto flambant vieux dedans. Le truc, c'est qu'il ne possède pas la bonne formule pour que ceci puisse durer dans le temps. Leur vie... Essaye, abracadabra. La vie de chacune de ces impressions est limitée à 29 minutes. En gros, l'objectif du film, ça va être le méchant corporatiste qui va chercher à retrouver le code qui permet à ses créations de rester en vie plus de 29 minutes. Le film est quand même vachement bien réalisé, t'as pas mal d'idées de plans qui rendent vraiment magnifiques et appréciables. Et pour le coup, le film se vend sur l'IMAX, moi, je conseille la 3D. J'ai vu ma séance en 3D et c'était une belle claque. Visuellement, Disney, ils ont peut-être plus beaucoup d'amour-propre, mais ils ont les moyens de faire des effets spéciaux qui marchent. Le générique d'introduction qui nous présente le personnage d'Ares de sa création jusqu'à sa entre guillemets mise en service, elle est vachement chouette, très stimulante. Tu le vois se former pixel par pixel. C'est très sympathique et on a une bonne idée de la nature changeante et au départ maléfique de notre personnage principal Ares via un plan totalement incliné. Beaucoup d'idées qui mettent en scène ce monde parallèle numérique sont vachement bien trouvées. On a des jeux de lumière qui sont vraiment impressionnants. Déjà, leur costume tout en néon, ça aide pas mal. Et on essaye de réinventer un peu ce qui a été fait avant.
Pour le coup, on ne réédite pas cette idée des jeux qu'il y avait dans le premier et le deuxième, le fait de devoir s'affronter un par un sur une espèce d'arène ou de faire des courses de moto. On va utiliser ces éléments-là, des éléments qu'on a déjà vus. Je pense notamment à ces... On avait les light cycles dans le premier et qui réapparaissent là. Ces motos qui avancent et qui envoient une ligne derrière eux qui détruit tout ce qu'ils touchent. On a cette idée-là avec de l'armement, avec ce qu'on pourrait appeler des lumistiques. Un immense bâton avec deux lames à leur bout. Et à chaque fois qu'ils font un mouvement quelconque, ça fait apparaître ces espèces de lignes solides qui détruisent un peu tout. Et ils s'en servent notamment lors des chorégraphies de combat pour s'en servir de plateforme ou de boucliers. Et c'est assez inventif, les chorégraphies sont vraiment sympas. Et à contrario du deuxième, eh ben, les 3/4 des mouvements ne font pas totalement inutiles. On va s'amuser avec pas mal de surcadrage qui vont s'amuser sur la profondeur de champ, des mouvements de caméra très percutants et qui font très esthétique, très joli. Par contre, ça fait un peu poudre aux yeux, ça n'a pas vraiment de sens, ça ne raconte pas grand-chose à travers ça. Le groupe qui a composé la musique. Ça, c'est toujours l'argent qui... D'accord. Et la musique est composée par l'argent. Le premier et le deuxième film étaient très notables au niveau de leur musique, un côté très disco, techno, un peu rock. Et dans la suite, c'était littéralement les Daft Punk qui composaient les musiques du film. Pour celui-ci, on a les Nine Inch Nails pour composer la musique. Et c'est un groupe de métal industriel américain. C'est un genre, un sous-genre du heavy metal et du thrash metal. C'est en gros quelque chose que j'aime pas, c'est admirable. Et ça, c'est que mon avis personnel. Et pour le coup, leur composition pour le film est vraiment sympathique. L'ambiance techno est vachement prononcée et elle passe super bien. Par contre, elle est omniprésente. Jamais elle se calme, jamais elle s'arrête. Jamais on a un moment de silence, de flottement pour s'imprégner dans l'univers. La musique est partout, les ongles longs auront tout le monde. Mais pour le coup, c'est pas un truc qui m'a vraiment dérangé. L'intégralité du film est assez contemplatif. Il y a beaucoup de scènes qui sont très longues, qui prennent leur temps, qui posent, ce qui peut causer de l'ennui chez certains, mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Chaque élément technologique intégré dans notre monde, ou inversement, est sublimé, mis en valeur, et la musique fait vraiment effet. Regardez, posez-vous, profitez, soyez immergés dedans. Et même si elle est complètement omniprésente et qu'on peut pas passer à côté, et qu'on a du mal à profiter d'un moment de calme, ben, les moments où elles sont utilisées avec les bonnes images, ben, j'ai trouvé ça plutôt bien. Bon, je vais avoir du mal à continuer cette critique sans spoiler, alors partie spoil. Oh là là, c'est le spoil. Bon, pour revenir un petit peu sur l'histoire. L'entreprise concurrente de nos méchants, en gros, ben c'est l'entreprise qui est techniquement en possession de la famille Flynn et qui est dirigée par Jeffrey Dahmer himself. Oh mon Dieu. Et en gros, dans cette entreprise, il y a une petite madame qui souffre du deuil de sa sœur, qui était fan de Jeff Bridges apparemment, puisqu'elle est persuadée qu'elle est encore en vie dans un monde parallèle. Wink, wink. Et cette madame va être également à la recherche de cette équation qui permet aux créatures binaires de vivre dans notre monde pour, dans la lignée des volontés de sa sœur, l'utiliser afin de sauver le monde. Créer des ressources, des arbres... Plutôt que de pouvoir créer le soldat parfait et une technologie militaire de pointe. On va dire qu'il y en a un qui est plus éthique que l'autre, je sais pas, je saurais pas dire. Capitalisme. Et elle va réussir à trouver ce code dans une des vieilles disquettes de Flynn. Comme ça, pas planqué. Et bien sûr, notre Dahmer national va se dire « il me faut ce code. Du coup, je vais utiliser tous les moyens à ma disposition. » Et quitte à hacker le système de l'entreprise concurrente. Et c'est très bien illustré via une séquence vachement cool, où plutôt que de nous montrer de simples lignes de code, on va nous le visualiser, vu que le méchant utilise son programme Ares pour pirater l'entreprise adverse. On va littéralement avoir notre Ares avec un petit escadron de soldats qui s'en vont dans un bâtiment qui est censé représenter cette entreprise. Avec un plan somptueux où notre Ares marche sur les murs, commence à acquérir les données dont il a besoin pour retrouver la dite madame, et même un peu plus. Et on se rend compte que Ares lui-même peut avoir envie de retrouver ce code. Parce que quand il est dans notre monde, au bout de 29 minutes, il meurt, il se désagrège. Puis il se fait réimprimer, la définition même du remplaçable. Et il aime pas trop ça. Ça, en vrai, c'était une chouette idée. Le laser qu'on a dans le premier et le deuxième, qui fait entrer Jeff Bridges dans le monde de Tron, ils en ont fait un fusil. La madame, elle se fait transférer dans le monde numérique. Et où dans ce monde-là, Ares décide
de ne pas suivre son programme. De désobéir aux ordres, tout simplement. De prendre la madame, de s'enfuir avec, et de lui demander une seule chose. S'il vous plaît, madame, je vous aide à sortir. Vous m'aidez à rester en vie. Comme ça, je reste dans le monde des humains, vivant, parce que, maintenant, j'ai une conscience. Et un élément que j'ai pas donné jusque-là. On voit ces différents mondes parallèles. Disons que dans le premier film, et dans le 2, on est dans le même monde, techniquement. Dans le premier monde, tu as le Jeff Bridges qui se fait téléporter dans son programme, avec ce côté aujourd'hui un peu daté, rétrotech, tout ça, qui a été remis à jour avec le 2, sa suite, avec des effets spéciaux qui sont quand même très réussis. Malgré le fait que le film est vraiment pas ouf, visuellement ça claque, on peut rien dire. Mais en fait non. Parce qu'en fait, le 2 n'a jamais existé. Mais en fait, il existe. Pendant tout le film, on contredit le deuxième. Sans rire, à la fin du deuxième film, Jeff Bridges, Flynn, meurt, se sacrifie. Non, il est toujours là dans le 3. On voit que le monde dans lequel était Flynn, car on a une petite séquence, clin d'œil extrêmement grossier et qui honnêtement fait un peu too much par moment, qui a la DA de l'époque. Et c'est beau à voir, c'est joli. On en fait un peu trop au début, mais c'est beau à voir, c'est remis au goût du jour. On a tout un univers low poly avec les néons de l'époque. Et la petite qualité qui, moi, m'a bien plu et qui montre que le réalisateur avait envie de faire quelque chose, on a un grain. On a l'impression qu'on a récupéré les caméras de l'époque pour rajouter un grain sur les personnages. Et ça, c'était super appréciable. Mais le truc, c'est qu'à la fin du film... Bon, oui, bien sûr, Jared Leto, il devient en vie, tout ça, machin. On nous tease une suite où le Ares, il va essayer de retrouver le fils du 2 dans un univers où le 2 n'a pas pu exister, vu que le Flynn, il est toujours en vie. Bon, il est en vie, entre guillemets, avec... on nous envoie une explication bullshit en mode « je suis un écho de toi, en fait, et machin ». Non, c'est juste, il est encore là. Et cet aspect visuel rétro, même si c'est appréciable visuellement, crée une incohérence avec le 2. Le truc, c'est que je vois pas l'intérêt de cette photo du fils avec numéro 13 de Dr House, parce que du coup, ça crée une énorme incohérence. Le bazar, bon, on n'a qu'à dire le 2 existe pas, vaut mieux ça, plutôt que de créer un bazar aussi complexe. Ça veut rien dire. T'as des séquences d'action dantesques de ouf, t'as des effets spéciaux qui sont vachement bien, des acteurs qui font le job, et ton scénario, on va tout droit, et on dérape un peu, et on se mange le platane. Je suis pas vraiment emballé par la suite, parce que la suite nous promet le méchant Dahmer dans le monde virtuel, mais il est tout seul, c'est tout cassé et tout vide, mais il prend un disque qui appartenait à Tron. C'est qu'en gros, on a vraiment du grand spectacle, l'apothéose du film popcorn avec des effets spéciaux de ouf, et le pire, c'est que moi, dans la séance, je me suis dit, la vache, tout le deuxième film a pu être raconté et développé en une scène de course-poursuite. Tout ça pour qu'au final, on ait Jared Leto qui part en vacances au Pérou, qui envoie des cartes postales et qui est à la recherche du fils de Flynn qui est pas censé exister, et de numéro 13. En conclusion, et pour conclure, j'ai passé un super moment devant le film, je vais pas vous mentir. C'est un film popcorn, c'est le truc, t'y vas, tu poses ton cerveau, tu profites des effets spéciaux de ouf, faut pas trop réfléchir, parce que honnêtement... Mine de rien, le deuxième film, même s'il était raté, abordait des sujets hyper intéressants au niveau de la philosophie, thématique, la notion du combat de l'adversaire et du fait de pouvoir gagner. La seule façon, c'est de ne pas combattre. On a cet aspect du réel, de l'irréel. Ici, non, moi je suis vivant, je veux partir en vacances au Pérou. Mais, en vrai, je conseillerais de voir le film. C'est un très beau spectacle. C'est très sympa à voir, visuellement, ça a de la gueule. Foncez voir Tron Ares, passerez un bon moment. Et je conseille encore une fois la 3D. Sur ce, prenez soin de vous, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!